Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bon Antoine, Yes. on parle. J'ai commencé l'enregistrement et je te souhaite la bienvenue. Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. C'est cool. Enfin, on y arrive. On y arrive se voir. enfin parce qu'on voulait se voir et en fait, avec le Covid, on a dû décaler un peu. Exactement. Donc, 35e épisode de Design Journey. Super content de te recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Grave. Me présenter. Eh bien, je suis un grand Parisien, comme on dit. Et puis, je travaille, parce que souvent se présenter, c'est un peu comme ça. Je travaille comme designer graphique indépendant. Et pour plein de types de clients différents, parce que je les choisis plutôt au feeling que par un secteur particulier. Et voilà, à côté de ça, je fais du YouTube. J'ai une chaîne YouTube sur le design, sur mon métier, mon quotidien. Puis après, j'essaie de m'amuser. C'est pas facile de s'amuser, mais je le tente. Et à côté de ça aussi, je donne des cours à l'école de Condé, Paris. Et on va pouvoir parler de tout ça durant l'épisode. C'est super plaisir. cool. La première question que je pose toujours à mes invités, et tu n'y échapperas pas, c'est comment t'en es venu à faire du design ? Comment j'en suis venu alors c'était il y a longtemps, c'est un peu cliché. Comment j'en suis venu là ? Bref, je suis le seul artiste de ma famille. Mes deux parents sont médecins, secteurs différents, mais du coup mes grands-parents l'étaient aussi. Donc vraiment je suis le premier à bifurquer. Ma sœur m'emboîtait le pas sur un autre secteur, mais je suis vraiment le premier à bifurquer. Et j'ai toujours dessiné. Enfin, je faisais beaucoup de cours de dessin quand j'étais petit, vraiment, traditionnel et tout ça. Et des parents médecins, le truc un peu tradi, bac S, et après tu feras ce que tu veux. Ils ont un peu tenu promesse. Donc derrière, moi, je voulais faire une école. Je voulais devenir infographiste à l'époque. C'était vraiment genre the truc, l'infographiste. Tu faisais du dessin, t'avais les tablettes. Je sais même pas si ça existait encore, mais tu dessinais, tu faisais des trucs sur l'ordi et en même temps artistique. Donc je voulais être infographiste à fond. Puis après, j'ai juste appris ce que c'était infographiste. J'ai appris qu'il y avait d'autres métiers. Et puis après, école de design et je suis rentré dedans. Justement, tu as fait l'école de Condé, dont tu parlais tout à l'heure, tu es prof Paris. maintenant. Tu as fait pas mal de choses. Pourquoi tu as décidé, en fait, si j'ai noté, donc tu voulais faire infographiste, et après, au fur et à mesure, tu t'es spécialisé dans la stratégie de communication par l'image et l'ADA. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de justement partir dans cette voie de la communication et de l'ADA ? Alors, stratégie de communication, c'était l'intitulé de mon master, donc il n'y avait pas 1000 choix. En fait, j'ai un peu découvert au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé par une mise à niveau pour les trucs un peu chiants. Une mise à niveau, donc en fait, tu touches un peu à tout. J'ai fait aussi bien de la mode que de l'architecture, que je faisais beaucoup de photographie à titre perso. Une mana, c'est ça ? Ouais, une mana. Enfin, ça n'existe plus d'ailleurs, mais à l'époque, c'était ça. Et on est vieux. Et il n'y a plus rien qui ressemble comme avant dans l'école. Donc j'ai fait ça et je savais que je voulais faire du design graphique. Donc en fait, j'ai fait le processus classique. Je faisais du print, donc du design imprimé. C'était la spécialité du master. Parce que le digital, c'était déjà là, mais c'était pas non plus hyper répandu dans les écoles. Il y a quelques écoles qui le faisaient, mais c'était pas non plus la folie. Du coup, j'ai continué. J'ai fait 2 ans de BTS. Et en fait, je suis parti aux Pays-Bas pendant 6 mois dans une agence qui s'appelait Fabric et c'était juste incroyable. Et là-bas, je faisais branding plus web et c'était vraiment j'ai kiffé quoi. Parlons-en. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à Amsterdam ? Pas du tout ce qu'on croit. Il fallait faire un stage à l'étranger obligatoire pour avoir le master. Et en fait, moi, je voulais partir loin.
Au départ, j'avais cherché au Canada, c'était un peu mon goal ultime, mais il fallait un fameux PVT, je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. J'ai pas eu de stage d'ailleurs. Et je voulais partir en Australie. Je voulais partir le plus loin possible. Et en fait, dans la classe, il y a un phénomène hyper étrange. Les forces se sont liguées. Et les gens qui voulaient partir loin se sont retrouvés hyper proches de la France. Et les gens qui voire en France. Et les gens qui voulaient partir dans la France parce qu'ils avaient peur ou très proche Europe se sont retrouvés à l'autre bout du monde et ont trop kiffé. Mais j'ai trop kiffé Amsterdam. Donc parce que j'ai eu un stage dans une agence qui me faisait trop plaisir. Justement. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qui te faisait envie dans cette boîte ? Ce qui me faisait envie, c'était le cadre de travail qui était affiché parce que je sais pas, ça avait l'air trop cool. Ils faisaient des week-ends et des vacances d'agence. Ils mettaient en avant le plaisir de travailler. Enfin, en fait, les projets étaient vraiment bien aussi, hein, évidemment. Mais il y avait vraiment cette espèce de culture d'entreprise qui, aujourd'hui, je trouve, est un peu bullshit en France. Mais là-bas, alors je pense que j'ai eu de la chance aussi, hein, mais là-bas, chez Fabrique Amsterdam, c'était le feu. Donc ce qu'ils t'ont vendu, c'était vraiment ce qui se passait. Et donc ce qu'ils m'ont vendu, c'était vraiment ce qui se passait. Genre on est parti, enfin ils ont payé tous les 2 ans, ils payent un voyage quelque part en Europe. Et c'est genre un voyage où tous les designers d'une équipe bossent secrètement pour te faire un kit où t'as un t-shirt, une petite carte, une map quoi, pour avoir avec des indices. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Quelque part en Europe, et on est parti à Malte ensemble. Genre ils ont pris, c'est pas genre ils sont partis avec les CDI, ils sont partis avec les CDI, les CDD, les stagiaires, tout le monde. T'es arrivé pile au bon moment. Je suis arrivé pile au bon moment, c'était incroyable. Et puis au-delà de ça, ouais, j'ai trop appris, c'était trop bien. Justement, t'as bossé pour qui ? Comme client, j'ai bossé pour un truc qui s'appelle AkzoNobel, j'ai bossé pour Ikea, là-bas ou... Ouais, là-bas. AkzoNobel, Ikea... c'était il y a longtemps. Des grosses boîtes quand même. Ouais. Et justement... et le Louvre Abu Dhabi. L'appel d'offres pour le Louvre Abu Dhabi, c'était trop bien. Mais on a perdu. Ah, bon. Bon, au moins, pour le site. Mais tu disais justement que t'avais appris plein de choses. Pour ta première vraie expérience, t'as appris quoi ? Déjà, c'était la première fois que je travaillais vraiment en équipe. C'était la première fois que je travaillais avec un directeur artistique qui était... il s'appelait Ferdi Pullens. Et Ferdi, c'est devenu un pote, en fait. Juste... en fait, je travaillais avec un pote. Je travaillais en anglais. J'ai appris à travailler avec les développeurs. Ce que je fais, c'est des choses que je saurais pas dire des trucs précisément, mais juste, je crois que c'est agréable de travailler avec moi quand t'es développeur. Grâce à eux, en fait. Parce que y avait vraiment un truc où on était tous dans un hyper beau local, sur les quais d'Amsterdam. Et en fait, quand j'avais un problème, en fait, j'ai été intéressé par le dev et du coup, j'allais les voir. On discutait ensemble pour résoudre des problèmes et du coup, je pouvais designer en fonction. Je travaillais avec des UX, c'est là que j'ai découvert ce métier là-bas. Et les gens étaient trop gentils et du coup, j'ai appris à travailler avec tous les corps de métier et à chercher un peu plus aussi. C'est des choses que j'ai toujours eu du mal à faire à l'école. Chercher des pistes. C'est-à-dire que Ferdi, donc mon DA, me demandait de travailler différentes pistes, etc. et aller un peu plus loin que la première option. Chose qu'on apprenait aussi à l'école, mais j'étais un peu flemmard, donc des fois je faisais des fake pistes et je filais celles que j'avais depuis le début parce que c'était celles que j'aimais bien. Et après ces 6 mois, tu décides de retourner à l'école ? Moi, j'ai pas le choix surtout. C'était la fin de ton BTS, t'étais pas obligé de faire un master. C'est vrai. C'était la fin de mon BTS ? Ouais, c'est la fin de mon BTS, ouais. Ouais, je crois. Ouais, mais si, non, t'as raison. D'abord, j'aime bien aller jusqu'au bout des trucs et je trouve qu'aujourd'hui c'est plein de gens me contrediront. Unpopular opinion. Mais je trouve, avec un bac+3, c'est un peu compliqué.
Avec un bac plus 5, t'es plus assuré. Mais au-delà de ces considérations parfois un peu stupides, en BTS, t'apprends juste, et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants aujourd'hui. Pour moi, en BTS, tu sors entre guillemets technicien parce que il n'y a pas eu de projet de groupe ou très peu. Enfin, et du coup, ben oui, je sais me servir des logiciels, mais en fait, il me manque toute la partie. J'ai un petit peu fait des réflexions, tu vois, des créations de concepts et tout, mais d'abord, c'est des projets qui ont beaucoup moins d'envergure. En BTS, on faisait, tu vois, création d'une identité, mais ça se limitait à 3 quarts de visite, un logo, 2 affiches. Alors qu'en master, j'avais été voir quand même le master, ce qu'il y avait. C'est un vrai travail d'équipe. Il y avait un principe de répartition avec un chef de projet. Et surtout, et c'est ce que je donne aujourd'hui à mes étudiants, c'est pas genre on vous dit quoi faire, c'est on vous donne un problème. Et à l'époque, les directeurs de master étaient trop bien avec le recul. Et c'était voilà un problème, genre telle marque lance un pop-up store en France. Bah genre débrouillez-vous en fait. Et du coup, bah, c'est à toi de trouver les solutions, c'est à toi de t'organiser sur le calendrier. Enfin, moi, j'ai fait des trucs où on faisait des scénographies incroyables. On allait chercher des mecs qui faisaient de la 3D pour nous faire des plans, enfin des vues 3D et tout. Enfin, là, aujourd'hui, je pousse mes étudiants dans la même optique et j'ai des mecs qui ils m'ont sorti un truc en VR. Enfin, c'était pas la demande de départ et en fait, ils ont fait toute une identité avec un déploiement en VR. Enfin, et je trouve ça cool. Et ça, clairement, c'était impensable en sortant du BTS. Donc, c'était un peu frustrant, j'avoue, mais j'étais quand même bien content de retourner et de faire ces 2 années en plus. Ouais. Tu dirais du coup qu'en plus d'avoir un master, et donc peut-être un papier qui atteste que tu as fait ça. En vrai, le papier, il sert à rien. Ouais, on est d'accord. Quand je disais ça il y a 5 minutes, hein, mais en fait, c'est pas tant le bac plus 5 et le papier, c'est plus 2 années dans un fonctionnement différent qui te permettent d'être plus mature peut-être dans ta réflexion et dans ton rapport au projet, sachant clairement en finissant, j'étais toujours pas assez mature, mais bon, déjà un peu plus qu'après 3 ans. Du coup, tu fais quoi en finissant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Alors, en finissant... Ah si, ouais, j'avais planifié un voyage au Vietnam. Donc je suis parti 2 mois, j'ai fait Vietnam, Cambodge, Thaïlande avec des potes, dont ma copine d'aujourd'hui. C'était un peu un pari risqué, mais ça s'est bien passé. Et en fait, depuis là-bas, j'ai 2 propositions de job. J'en ai une chez Dragon Rouge, qui est une grosse agence de branding, trop stylée, et une de Fubiz, qui est un média dédié à la créativité, enfin que les auditeurs connaissent certainement, qui avait un bel essor à l'époque, et pour moi c'était le truc où je voulais aller parce que je trouvais ça incroyable. Et donc je fais les 2 entretiens. Au final, je décide d'écarter Dragon Rouge parce que j'ai peur de m'emmerder. Parce que c'est entre guillemets corporate, ils travaillent pour, je sais pas, Perrier, FDJ, enfin, c'est des grosses marques et même s'il y a du challenge, puis c'était loin de chez moi, donc c'est un peu chiant aussi avec les transports. Et puis Fubiz me faisait vibrer et en fait, je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais j'ai eu une grosse déception. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai dit, va falloir changer des choses ou je m'en vais. Et à la fin de l'entretien, ils m'ont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on va pas les changer. Du coup, j'ai dit, je pars. Et ils m'ont dit, du coup, ok. Et donc, j'ai dit mes adieux et je suis parti le soir même. Donc, en fait, j'ai pété ma période d'essai au bout de 2 semaines. et voilà. Et je me suis barré de Fubiz. Et donc, après, s'ensuit un truc où tu cherches du taf. Sauf que on était en genre juillet, un truc comme ça, juin, juillet. Bon, personne répond et tout. Et du coup, je me dis, fuck les agences, je vais être indépendant. Et du coup, j'avais déjà mon statut d'indépendant, de micro-entreprise, freelance et tout. Donc, je démarche et puis ça prend plutôt bien. Je bosse dans une agence qui s'appelle Adveris. Bon, ça se passe pas ouf. Enfin, c'est un job, quoi. Mais en tant qu'indépendant, toujours ? Ouais, je suis free, mais tout le temps là-bas, quoi. Ok. Et puis ensuite, il y a une autre boîte qui s'appelle Ultra Noir,
qui me propose de me recruter, sauf qu'il me payait le double, donc clairement il n'y a pas photo. Et j'y vais, et c'est pareil, eux je bosse 3 mois, mais en fait, ou 2 mois, je sais plus. Mais c'est du full time en fait, c'est du freelance, c'est pas une mission comme ça. Donc en fait, il y a le problème qu'aujourd'hui je mets en garde pas mal de gens, du coup j'ai arrêté de prospecter en fait. De peur d'être surchargé, et c'est bien, hein, mais c'est juste qu'en fait, j'avais pas bien conscience que à genre mi-décembre, ils m'ont dit bon salut, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus de taf pour toi, donc ciao quoi. Et en fait, je me suis retrouvé, ou c'était début décembre, et puis je me suis retrouvé d'un salaire confortable à genre 0 quoi. Et puis comme j'ai pas prospecté, il y avait un gros ventre mou qui se préparait, donc j'ai un peu paniqué. Et puis j'ai cherché un CDI. Enfin, en fait, j'ai plutôt vu une offre d'une agence et j'ai postulé, j'ai été pris. Chez Brax? Chez Brax, tout à fait. Ça me donne un petit côté sous le cœur à chaque fois de tout savoir à l'avance. En même temps, c'est pas caché. T'as bossé sur pas mal de gros projets chez eux? Ou en tout cas sur des grosses marques? J'ai noté Pernod Ricard, Subway, Disney, rien n'est passe? Ouais. Ouais, j'étais... Ouais. Ils m'ont pris en tant que senior, chose que je n'étais pas, mais je devais avoir plus d'expérience, ou je sais pas, où je me suis bien vendu. C'est toujours un peu le mystère des entretiens. Et du coup, ouais, je faisais pas mal de shooting chez eux. Je faisais de la direction artistique sur du social media et de la mise en page. Enfin, je faisais un peu, le boulot d'un DA, quoi. Et donc ouais, j'ai eu pas mal de grands comptes. Je bossais pour Mum de Pernod, pour Pastis 51. En vrai, j'ai fait beaucoup d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai fait beaucoup de marques d'alcool et un projet que j'ai vraiment kiffé, que je mets toujours en avant là, c'est Edgar et Cooper. C'était cool. C'est une marque de bouffe pour chiens et on avait fait une sorte de petite activation et j'avais dû faire un 24 ou un 32 pages avec des recettes. Enfin, il y avait un concept marrant où c'était les humains et les chiens mangent la même chose parce que c'est des bons non mais tu rigoles, mais c'est des bons produits dans les trucs, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et du coup, on était parti sur un livre de recettes qui est aussi bien pour les humains et les animaux. Et c'était vachement marrant. Enfin, je m'étais bien éclaté sur ce projet-là. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un peu plus d'un an, tu décides de partir de cette boîte? Je ne vais pas partir dans des polémiques. Mais non, mais en vrai, l'agence, elle n'est pas dans la direction que je souhaitais. Et moi, j'avais toujours mon statut d'indépendant. Il y a eu plein de problèmes dont, si vous êtes dans le milieu de la com, vous avez entendu parler. Et moi, je suis parti juste avant que tout ça éclate. Mais à titre perso, c'était surtout... j'avais envie de refaire de l'identité, j'avais envie de refaire du temps long. Je parlais de Edgar et Cooper et de mon bouquin là. J'ai passé plus de temps dessus et ça faisait du bien parce que il y avait une vraie réflexion, il y avait du travail de fond, chose qui clairement sur les réseaux sociaux, enfin j'en peux plus. En tout cas à l'époque, c'était une cadence assez infernale où la marque s'en fout un peu de ce qui tombe, elle chipote pour une virgule alors que tout le monde s'en fout. Parce que tu faisais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Ouais, je faisais pas mal. En fait, c'est là où c'était un peu biaisé. J'étais pris en senior, mais je faisais pas que du travail de senior. Donc bon. Et après, ça me pose pas de problème, tu vois. Mais juste, c'était plus ça que autre chose. Et du coup, les marques voulaient juste que leur post tombe à telle heure et je veux dire que tu poses un truc noir ou que tu fasses un post blanc, elle s'en fiche un peu, donc j'en avais un peu ras la casquette du social media, donc du coup je suis parti et puis je me suis remis à mon compte et puis on est parti sur de l'identité, des clients en direct et voilà. Et on va beaucoup en parler, mais avant je voudrais juste revenir sur un truc, c'est que pendant tes études tu as commencé à créer un blog, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, j'avais créé Winnie de Caféine, j'avais créé ça genre en mana,
Et j'avais We Need Caffeine parce que tous les étudiants de divers métiers se retrouvaient autour de la machine à café. C'était un peu le postulat de départ incroyable. Et en fait, au début, c'était sur tous les sujets. J'écrivais juste en me disant, vas-y, on va parler un peu de l'actu créa, faire de la veille pour tous les étudiants de l'école. Et comme il y a plein de corps de métier, il faut faire un truc pluridisciplinaire. Plus ça avançait, plus c'était précis sur du design graphique, de l'identité, de la stratégie de marque. Évidemment, ça suivait en fait mon cursus. Donc j'ai killé les autres trucs, les autres sections. Et puis en fait, We Need Caffeine a disparu parce que j'avais un peu un plafond de verre, j'en avais marre. Et en fait, j'ai tout recentré sur Antoine Pelletier. Donc j'ai. Alors attends, comment ça, si t'avais un espèce de plafond de verre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, en fait, il y avait plus de, c'était plus très excitant, quoi. Enfin, je testais des nouveaux formats, puis en fait, une fois que j'avais testé, que je voyais que c'était intéressant, j'en faisais un, deux, et puis après, passer 3 semaines à écrire un papier sur X marque, ouais, mais so what? Je dis pas que les vidéos que je fais aujourd'hui c'est mieux, mais c'est plus personnel. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y avait un peu une dichotomie où j'avais des gens qui écrivaient avec moi, mais qui écrivaient pas vraiment, mais un peu quand même. Et au final, je me retrouvais à devoir rattraper des pots cassés, mais en même temps, je les payais pas, donc c'était un peu normal, tu vois. My bad, quoi. C'était un projet, un side project, sans budget, sans rien. Et ouais, tout ça, au bout d'un moment, ça me bouffait mes soirées. Très cool, il y avait des soirées invitées par les marques, mais bon, au bout d'un moment, tu te croises les mêmes gens, tu peux pas inviter tes potes, enfin tes vrais potes, donc c'est tout ça, quoi. Ce qui fait que ce projet, tu l'as tourné en après blog personnel, c'est ça, c'est ce que tu disais? Ouais, c'est ça. En fait, avec un copain développeur, on a réinjecté 50% du contenu dans mon blog sur mon portfolio. En fait, j'ai créé une partie blog sur mon portfolio en me disant que ça allait me faire... En fait, j'ai récupéré le trafic de mon blog que j'ai réinjecté sur mon site. Et là, aujourd'hui, je suis en train de faire des passerelles entre ce blog sur lequel j'écris pas beaucoup, voire plus en fait. Il faudrait que je le fasse. Et je suis en train de faire des passerelles pour renvoyer directement sur la chaîne YouTube. Et en fait, la chaîne YouTube est l'évolution du blog, sauf que tout ça est devenu un truc personnel où je parle avec où je peux porter des convictions, là où avant, c'était nous, l'équipe de We Need Caffeine. Et j'étais un peu masqué derrière une marque. Enfin, c'était un peu l'idée de départ. Parce que, à l'époque, une marque, pour moi, allait fédérer plus de gens qu'une personne. Et je dirais qu'aujourd'hui, une personne peut fédérer autant de gens qu'une marque. Voilà. On va en reparler, justement. Toi, tu es passé freelance. Donc, du coup, tous les side projects que tu as créés autour de toi sont devenus ta personne, ouais. ton identité. Et tu nous expliquais pourquoi tu es devenu... Enfin, comment tu es passé à freelance à temps plein, pourquoi tu l'as fait. Tu as travaillé sur une multitude de projets, encore une fois. J'en ai noté 4, mais tu as bossé sur des étiquettes de bouteilles de vin, tu as bossé pour un projet de canal entre Compiègne et le nord de la France. Ouais. Tu as fait des affiches pour inciter les habitants de Besançon à aller chez leurs commerçants après le premier confinement. Ouais. Tu as créé un site internet pour remettre au goût du jour le vinaigre de cidre. Ouais. C'est vraiment un marché de niche. J'ai l'impression que tu touches un peu à tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier, parce que tu dis que tu es graphic designer, tu as fait de la DA et tout. Comment t'expliques ton métier aujourd'hui? Ok. Aujourd'hui, déjà, je me définis comme designer graphique et plus trop comme DA, etc. Ni graphiste, ni autre chose. Pourquoi? J'avais fait une formation et les mots... Enfin, j'aime bien jouer avec les mots, en fait. Donc, les mots, pour moi, sont hyper importants. Designer parce qu'un designer résout des problèmes, graphique parce qu'il les résout visuellement, là où un graphiste, je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus exécution, alors que designer, il y a la réflexion plus le graphisme, et direction artistique, je trouve ça un peu prétentieux. Ça, j'ai appris ça de Fabrique, de Hollandais. Petite parenthèse, il y a un truc que j'aimais beaucoup et que je trouve qui me rend un peu triste en France. On aime trop les titres et du coup il y a des titres pour tout, alors que chez Fabrique aux Pays-Bas, au cas où vous arrivez au milieu du podcast,
Ce qui serait normalement jamais le cas. Pour Fabric, il y avait des designers graphiques juniors. Quand tu avais fait 3 ans chez eux, et que tu avais les skills qui allaient avec, hein, tu passais designer graphique senior. Et après, quand tu avais une position un peu de vision globale du concept et pas... en fait, que tu étais directeur en fait, d'un projet à toi, voire de plusieurs projets, tu passais directeur artistique si tu avais encore une fois les skills. Là où aujourd'hui, t'es DA junior en sortant d'école, voilà. Je dis pas qu'il faut pas, je dis juste que peut-être que les rôles aujourd'hui sont un peu mis n'importe comment. Donc je me définis comme designer graphique et aujourd'hui je fais principalement de l'identité, donc c'est accompagner des clients pour que visuellement ils aient une marque qui corresponde et véhicule les valeurs qu'ils souhaitent véhiculer à travers ça, à travers leur projet. Ça répond à peu près à ta question ? Ça répond à peu près à ma question. Et donc ça, c'est un peu le cœur, dans le sens où c'est le centre de la marque. Mais après, il y a tous les éléments de communication. Donc en fait, je suis aussi bien amené à faire des cartes de visite que des affiches, qu'un site internet, que du packaging. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est partir du cœur de la marque, créer son identité et ensuite déployer cette identité que j'ai créée, qu'on a créée avec le client, sur différents supports. Ça marche. On va en parler. Voilà. Moi, j'ai bien envie de parler d'abord de tes clients. Ouais. Comment tu les trouves ? Parce que dans toute la liste que j'ai citée avant, c'est très éclectique. Varié. C'est hyper varié. C'est un peu de tous les secteurs. Ouais. Alors moi, avant de les trouver... d'abord, c'est plutôt eux qui me trouvent. Parce que grâce à ton blog ? Non. Le bouche à oreille. Ouais, non. Le blog En fait, le blog et pour l'instant, ma chaîne YouTube, c'est plus pour du... professionnel du graphisme à professionnel du graphisme, mais j'ai pas encore une communauté qui s'élargit assez pour que ça me ramène des clients. Non, du bouche à oreille, j'ai bossé avec un designer graphique, il était cool, vas-y, tiens son contact. Mais du coup, ça c'est, on va dire, c'est la méthode facile puisque maintenant tu as déjà eu des clients. Ouais. Tu as du bouche à Comment oreille. j'ai commencé ? Comment tu as commencé à les trouver ? Je chassais de ouf sur LinkedIn. Ouais. Je chassais de ouf sur LinkedIn avec des recherches de mots-clés et après je balançais à tous les projets qui m'intéressaient. J'avoue que j'en ai eu pas mal comme ça. C'est intéressant, ça veut dire tu voyais des marques, tu les disais il faut revoir leur image de marque ou il y a un truc qui va pas. Pas du tout. Non, tu prends la barre de recherche, tu filtres par post, par publication de moins de 7 jours et tu mets recherche DA, recherche graphiste, recherche freelance et après tu testes toutes les combinaisons de mots-clés et tu postes ton petit message copier-coller avec des emojis en dessous de tous les trucs. En disant coucou, si vous voulez, moi je suis dispo. Et... eux sont déjà en recherche ouais. Et moi j'essaie d'avoir un message un peu plus cool que tous les autres messages qui y a en dessous parce que les graphistes aiment beaucoup répondre à ce genre de trucs mais oublient souvent d'être sympa. Du coup, un truc un peu plus bonjour avec un emoji. Je suis dispo. Je me suis renseigné vite fait, donc je mettais une phrase personnalisée à chaque fois. Enfin, je le fais toujours. Hein. Et après, j'avais un site derrière sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour refléter ma personnalité vraiment, refléter les projets qui me plaisent, mon univers. Et du coup, voilà. Justement, on reviendra au client après, mais quand t'en parles, ton univers, en passant sur ton site, je vois qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que toi, t'as inscrit tes valeurs sur ton site. Ce qui est quelque chose que je ne vois. Ouais. T'es pas au courant ? Si. Où ça ? Je l'ai peut-être renommé, c'est ton manifeste en fait. Ah, ok. Ça des valeurs, mais c'est ton mon petit manifeste. Ouais. Excuse-moi, non, mais c'est à force d'être en start-up, j'ai pardon. totalement incorporé le langage. T'as raison. Mais effectivement, c'est un manifeste. Et bon, que je vais lire ensuite, mais je trouve ça hyper intéressant parce que très peu de freelances font ça. Et du coup, juste avant que tu le lises, ça me semblait hyper important parce que d'abord, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup écrire. Donc, pour moi, les mots ont vraiment une importance et une force. Et ouais, ça me semble hyper important parce que c'est très personnel
Et il y a comme tu as dit, en fait, ça sert à rien ce que je dis. T'as tout dit. En fait, ça... Non, attends, j'aurais Vas-y. quand même des questions à te Vas-y, poser vas-y. dessus parce que je vois ce que tu veux dire. Mais donc, pour être assez rapide, tu veux être au cœur du projet, tu veux qu'il y ait une relation mutuelle. Il faut savoir écouter ses intuitions et les questionner. En identité visuelle comme en architecture, on ne se construit pas sans fondation. Il n'y a pas de petits projets, mais les projets gratuits amènent gratuitement des problèmes. Le travail ne doit pas vous faire oublier de vivre votre vie. Donc justement, J'étais hyper inspiré. non, mais moi je trouve ça hyper clair et ça dit clairement qui tu es et comment tu veux travailler. Donc je pense que c'est bien, ça doit aider tes clients. Ouais. Mais du coup, tu le disais, personne le fait. Donc je pense que déjà ça a un impact hyper important. Mais justement, pourquoi toi, qu'est-ce que tu avais derrière la tête en les écrivant? Pourquoi tu les as écrits? Sélectionner les clients. Parce que je pense que quand tu lis ça, soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Enfin, je dis clairement que je préfère vivre ma vie que travailler. Enfin, je pense. Je dis clairement qu'il va falloir s'investir, qu'on va reprendre les choses à zéro. Enfin, après, il y en a qui comprennent pas, hein, mais normalement, ça va. Je sais plus ce que je dis d'autre dedans, mais en gros, normalement... Pas de travail gratuit, a priori. Ah oui, c'est vrai. Pas de travail gratuit. Ouais, non, pas de travail gratuit, même avec la famille, pas de travail gratuit. Impossible. Tu veux pas être payé en notoriété? Ah, j'aimerais bien, mais on a essayé de me proposer souvent, mais le problème, c'est que la notoriété m'achète pas mes pattes. Donc, problématique. ça, c'est problématique. Ouais, donc sélectionner les clients. En fait, mon site est là pour sélectionner les clients. Mais comment tu t'assures justement que tes clients y répondent? Parce que je suis sûr que tu as des clients qui le lisent, mais qui vont se dire ça va passer. Ouais, non, mais clairement. Non, je dis ça sélectionne, c'est absolument pas infaillible, voire c'est beaucoup moins infaillible qu'un formulaire. Mais dans la vibe, ça enlève pas mal de clients toxiques dont j'ai pu, que j'avais pu rencontrer avant. Et en fait, au moins, ils sont prévenus. Bon, en vrai, ça effectivement, ça évince pas. Enfin, j'en sais rien en fait, parce que ceux qui sont évincés, évidemment, je les vois pas. Donc, mais je sais pas. En fait, aujourd'hui, j'ai des clients souvent qui ont été recommandés par bouche à oreille. Après, ils vont voir mon site, évidemment, c'est la fonction du site. Et en fait, dans leur premier message, ils me disent j'ai trop aimé, je me suis marré en lisant les 10 points sur vous. C'était. Je me ressens dans ce que vous dites. Enfin, voilà. Ouais, parce que sur ton site, en plus de ton manifeste. Le manifeste est caché, en fait. Enfin, il y a un petit bouton, quoi. Ouais, il y a un petit bouton. J'ai un peu fouillé. Ouais, non, mais en plus de ça, effectivement, il y a quoi, 10... Il y a 9 points ou 10 points pour me connaître avant de prendre un café. Ouais, je l'ai plus noté, mais c'est ça, ouais, où tu racontes un peu ta vie, qui tu es et ce que tu fais. Et les pois au wasabi intriguent beaucoup les gens. Effectivement, ton numéro 2, c'est que t'aimes les pois au wasabi. Ouais, j'adore ça. Mais c'est hyper bon. C'est hyper bon. Mais ça pique, mais c'est bon. En vrai, c'est pas les pois au wasabi, c'est les cacahuètes au wasabi. Ouais. Elles sont un peu plus... Bah, j'aimerais bien lancer un podcast culinaire un jour et je te réinviterai pour parler que de ça, mais... C'est ouf. Mais donc du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que tu fais quand même partie parmi tous les gens sur lesquels j'ai pu interviewer qui sont freelance ou alors les freelances que je suis pour voir quel est leur métier et ce qu'ils font. T'es quand même celui qui met d'un côté en avant son travail, mais d'un côté en avant sa personnalité aussi. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça doit, en fait, comme tu le disais, ça doit faire un filtre et je trouve que ça humanise qui tu es. Ouais. Et ça... Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt que d'être derrière une marque, t'es derrière une personne. Ouais. Et en fait, tu es cette personne-là et on te prend comme tu es. Et... Bah en fait, t'as tout dit. Et ça me permet aussi de... Enfin, j'ai pas envie d'avoir des clients chiants. Je pense pas être chiant. Enfin, je crois. Et en fait, juste si tu m'amènes un projet et qu'on se marre pas un peu et tout... Enfin, moi, j'aime bien déstabiliser mes clients. C'est marrant. Ils s'y attendent pas, en fait. Ils pensent que je suis un pauvre prestat, tu vois. Enfin... Ça veut dire quoi quand tu dis déstabiliser? En fait, déjà, si on revient un peu en arrière, genre, quand ils font appel à toi, ils attendent quoi de toi? C'est une bonne question. Bah déjà, moi je le vois comme ça, mais ils attendent d'être pris par la main parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ça dépend évidemment des typologies de clients. Je fais une grosse généralité, hein, mais on va dire que la majorité de mes clients, c'est quand même des gens
qui lancent des boîtes, qui sont plus ou moins jeunes, mais ou qui sont dans leur boîte depuis longtemps. Enfin, typiquement, là, je bosse pour un cabinet d'avocats. Ils veulent refaire leur identité, mais ils savent pas quoi. Enfin, genre, ils savent qu'une identité, c'est un logo, mais c'est tout. Donc, en gros, je pense qu'ils attendent d'avoir quelqu'un qui les épaule, qui les conseille, qui les écoute. Moi, j'aime bien écouter leurs problèmes. Souvent, ça m'en dit plus que juste on a un brief, voilà, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, les délais et le prix. Souvent, il n'y a pas de brief avec mes clients, mais c'est plus j'écoute leurs problèmes. Souvent, c'est un peu toujours la même chose, hein, en vrai, mais. C'est quoi? Bah, ça correspond plus, ça a vieilli, et en fait, il y a deux types de clients. Il y a ceux qui sont vraiment une marque, où en fait, c'est une sorte de chef de projet qui vient. Typiquement, tu parlais du projet de canal avec les bateaux, c'est une entreprise. Donc, faut comprendre l'entreprise, faut comprendre ses besoins, ses enjeux, mais c'est un peu comme de la géopolitique. Faut aussi comprendre. Je pense que je lisais un truc sur l'Ukraine et la Russie en ce moment, là, enfin et l'Europe et bref. Mais en gros, faut comprendre où ils se placent, quels sont leurs enjeux, leurs problèmes, leurs forces, leurs faiblesses. C'est un peu comme si les marques étaient des humains. Donc du coup, quand c'est un chef de projet avec une marque, j'essaie de comprendre la marque. Après, quand c'est un cabinet d'avocats, quand c'est un indépendant, une jeune start-up, moi, je leur pose ils ont tous un petit questionnaire à remplir avec un portrait chinois où je leur demande si leur projet était un plat. Sauf qu'en fait, quand t'es un indépendant, bref, la liste que j'ai donnée avant, ton projet, c'est toi. Donc en fait, au final, c'est un peu comme un travail de psy. Parce que, et j'ai fait beaucoup à titre personnel, enfin, j'ai fait thérapie, etc., à titre personnel. Du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. Et en fait, j'essaie de réutiliser un peu ça pour leur tirer les verres du nez, etc. Mais aussi parce que parfois, typiquement, hein, je parle de ce cabinet d'avocats, la personne qui le gère se voit d'une manière, mais répond à l'opposé dans les questions du petit questionnaire là. Et en fait, tout de suite, il y a ça nous permet d'engager une discussion avant même de commencer le projet, de comprendre déjà pourquoi elle me dit pourquoi elle me dit qu'elle veut ça, et derrière elle me répond comme ça. Et moi, ça me permet de poser des questions, en fait, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Du coup, moi, si je vous fais une identité comme vous voulez, c'est sûr, on va se planter. C'est ça ce que tu voulais dire tout à l'heure, que tu les déstabilises un peu? Ouais, un peu. Après, je suis taquin, donc j'aime bien les mettre face à leurs contradictions aussi. Enfin, ouais, je suis taquin en fait. Donc, j'aime bien être un peu, avoir un petit peu de flegme. Je sais pas, c'est un état d'esprit. Ils s'attendent à avoir quelqu'un, peut-être que au garde à vous. Ah si, non, si, il y a un truc. J'ai pas peur de perdre des clients. Alors évidemment, faut que je mange et tout, hein. Mais s'il y a un client qui me fait trop chier, je lui dis ciao, hein. Ouais. Donc en fait, j'aime bien leur faire ressentir que j'ai pas besoin d'eux. Le mec est hyper prétentieux. Mais il y a quand même un peu de ça. Il y a un peu de genre, vous venez me voir parce que mon site, mes projets, ma personnalité vous plaisent. Parce qu'en fait, je sais que vous avez un besoin, vous avez le même besoin que les autres clients. Mais en plus, vous venez me chercher pour quelque chose potentiellement qui vous intéresse en plus. Donc, soit vous suivez la méthode et on fait ça ensemble et ça va être cool, je vous le promets. C'est un peu ce que j'essaye de proposer comme expérience. Soit on va s'embrouiller. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de freelances qui ont peur de dire non déjà, ne serait-ce qu'à un projet. Ça, c'est normal. Enfin, c'est le début. Mais toi, en plus, même si tu as déjà commencé, tu es prêt à les lâcher à tout moment. Donc ça veut dire que tu es capable de leur. Enfin, t'as pas cette peur de dire, ok, si je les perds, je vais avoir mauvaise presse. Ouais, non. Enfin, non, je m'en fous. Ils vont, en vrai, dans la réalité, même si les gens ils disent qu'ils vont te faire mauvaise presse, hein, si jamais ils le disent, d'abord, ils peuvent rien faire. Enfin c'est du vent, c'est de la com. Et puis, généralement, ils le font pas. Et même s'ils le faisaient, et après.
je veux dire, ça ne sert à rien. Je m'en fiche. Ouais. Et au-delà de ça, si je refuse, c'est pas pour rien, tu vois. Genre, j'ai des arguments et puis, comme je suis très franc, j'ai pas de problème à dire au grand jour pourquoi j'ai refusé de travailler avec une personne ou pourquoi j'ai arrêté de travailler avec elle. Mais c'est pas souvent moi qui ai le plus à y perdre. Ouais, je comprends. Donc si on revient sur plutôt tes clients avec qui ça s'est bien passé. Oui. Donc tu parlais de ce profil chinois, de les mettre face à leurs contradictions pour les aider. Tu fais quoi ensuite ? C'est quoi ton process pour arriver là ? Déjà, donc ils ont tout ce petit questionnaire et tout. Après, on en discute. Après, c'est un truc assez classique, mais c'est plutôt moi qui travaille de mon côté. Avec tout ça, j'essaye toujours de travailler en concept. Donc, c'est plutôt... Et en fait, concept, c'est toujours un peu général. Je préfère raconter... aujourd'hui, c'est pas encore des choses que j'ai actées, mais dans ma réflexion, c'est plutôt une histoire à raconter. Et du coup, je travaille des histoires que je mets en forme sous une phrase concise qu'on pourrait appeler concept et qui va guider en fait la créa que je fais derrière. Et après, c'est juste un process classique. Je leur fais 2 pistes, je développe et j'essaie de les projeter au maximum. Si on se base sur ce concept-là, ce que tu appelles concept, est-ce que c'est déjà quelque chose avec lequel tu vas discuter avec tes clients ? Alors, non. Okay. En fait, y a un parti pris que j'ai fait aujourd'hui parce que, par exemple, il n'y a pas de mood board et tout ça. En fait, c'est un peu peut-être audacieux, je sais pas. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec, mais moi, j'aime pas du tout parce que ça me fige dans des trucs et en fait, je me retrouve à l'école et j'arrive pas à faire des trucs après. Donc, en gros, moi, je prends juste le questionnaire, je m'imprègne de leur boîte, de leurs concurrents, en fait, de toutes les infos que je leur ai demandées. Je leur demande, j'écoute la musique qu'ils m'ont fournie, et après, j'ai vraiment une phase de un peu d'hibernation de mon côté où je réfléchis vraiment à ce que je disais tout à l'heure, les enjeux, vraiment, c'est quoi leur problème profond et tout. C'est un peu chamanique ce que je suis en train de te raconter, mais et en gros, je leur dis, vas-y, à telle date, je reviens avec 2 concepts. Et je reviens avec 2 concepts. Et concept et développé. C'est-à-dire, concept, je leur raconte l'histoire, je leur raconte d'où ça s'inspire. Par exemple, si je donne un exemple concret, sur mon site, l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un projet qui s'appelle Edukawa, qui est un site de mise en relation des personnes âgées avec les plus jeunes pour qu'ils fassent les devoirs des petits. Et du coup, c'est un site qui apprend la pédagogie actuelle des écoles aux grands-parents, enfin aux personnes âgées. Et en fait, l'histoire que je leur racontais, c'est autour des cancres à l'école. Enfin, je sais plus exactement, j'ai plus mon truc, mais en gros, il y avait toute une histoire autour des cancres de l'école. Et en fait, toute l'identité, elle s'inspire d'illustrations basées sur des trucs d'école, enfin, genre des crayons, des machins, des trucs. Mais surtout, il y a le vert de tableau noir, il y a un quadrillage qui est utilisé en pattern. Je suis allé chercher les couleurs des papiers buvards, donc en des couleurs un peu particulières. Et surtout, il y avait pas énormément. Aujourd'hui, il y en a plein, mais à l'époque, il y en avait que quelques-uns. Bref, et du coup, en fait, dans ma créa, tout ça, ça se ressent. Et donc, en gros, je sais plus quelle est la question, clairement. Mais en fait, moi, je vais arriver avec ça, avec cette histoire. Ensuite, je leur présente le logo. Après, je présente et je fais pas juste un logo aussi ou juste un truc. Entre guillemets, je lésine pas sur les moyens pour les projeter dans le truc. Donc, j'arrive souvent avec des supports. Ils ont pas prévu d'affiche, mais moi, en fait, j'ai prévu une campagne d'affichage. Techniquement, là, j'ai une. En plus, j'aime bien la conception rédaction, encore une fois. Donc, c'est cool. C'est le parti où c'est marrant. Donc, ouais, je viens avec des affiches. Je viens avec une ébauche de site. Rien de final, mais juste qu'ils voient. Ah ouais. Les aide à se projeter. Ouais, voilà. Ils voient. Ah ouais, les typos que tu as choisis. Ok. Ah, les couleurs, les quelques photos, les trucs. Et donc, je viens avec plein de supports différents, un peu de social media. Et là, dans ce que tu disais, c'est que tu viens avec 2 pistes, c'est ça ? Donc là, c'est la première piste et tu as une deuxième piste. Et j'ai la même chose x2, ouais. Parfois x3, mais c'est quand je suis vraiment inspiré. Ok. Et il se passe quoi si tu as... Alors, 2 choses. Si un de tes clients est ok avec aucune des 2 pistes. Et si, genre, le cas classique de j'aime bien la piste 1, mais avec le truc de la piste 2, et puis ça, et puis en fait, où les 2 pistes
fusionne. Alors, si les clients sont contents avec aucune des deux pistes, ça m'est pas arrivé encore. Tant mieux. Tant mieux. Si ça m'arrivait, bah c'est tout, on refait un travail. Hein. Enfin, on refait un... C'est pour ma pomme, quoi. Bon, on s'arrange aussi, hein, mais... Enfin, non, mais en vrai, surtout, le premier truc que j'ai pas dit, c'est comprendre ce qui leur va pas. Ça veut dire que mon analyse, elle était pas bonne. Ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part, mais ça, c'est de mon fait. Donc, c'est comprendre ce qui leur va pas. Et du coup, là aussi, je l'ai fait un peu plus travailler. Je veux pas de j'aime pas. C'est, il faut qu'ils soient en capacité de m'expliquer par A plus B que ce truc-là ne convient pas. Évidemment, il y a un peu d'affect aussi, hein, mais voilà, bon, bref, un truc un peu construit, quoi. Pour ce qui est de la piste qui mélange, honnêtement, ça mélange toujours. Et je suis souple. Enfin, je veux dire, on a vu ce que j'ai dit avant, on peut avoir l'impression que je suis un mec hyper chiant, hyper retors, mais en vrai, si tout se passe bien, tout se passera bien et je ferai ce qu'il faut. Et en fait, moi, j'ai aucun je m'en fous, en fait. Enfin, je veux dire, l'identité, à la fin, c'est pas la mienne, celle de mon client. Donc, s'il veut merger, d'abord, ça peut être une bonne idée. J'en sais rien. Je l'ai pas testé, donc je le teste. Souvent, c'est bien. Enfin, souvent, c'est une bonne idée. Le client me sert de retour d'alimentation pour tester. Je disais un peu que j'avais du mal à tester. Bah, justement, j'essaye de prendre les retours pour faire des tests. S'il veut mélanger, je l'essaye. Après, si ça marche pas, je lui montre que ça marche pas et je lui propose des alternatives. C'est un peu ta valeur de... si t'as des convictions, il faut les suivre, mais il faut quand même les questionner. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je marche oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. En fait, je marche je réfléchissais au truc. Pas de moodboard et tout, donc je marche à l'instinct à ce que je fais et effectivement, on les questionne. Ouais, non, c'est bien vu. C'est cool que tu parles de moodboard parce que j'allais revenir dessus. Comment, du coup, si tu prends pas de moodboard, si tu veux pas faire ça, quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, en fait, j'en fais pas. En fait, j'en fais. Je le montre juste pas au client, pardon. Ok. En fait, j'ai des gros moodboards sur Pinterest, mais c'est juste que personne les voit. Parce que c'est ma tambouille, quoi. Ah, je comprends. C'est la magie. C'est ça, tu l'as c'est le magic. C'est la fameuse... Il y a une méthode pour tout. En fait, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. C'est juste de la galère, mais voilà. Ça, à la fin, j'arrive avec 2 pistes. C'est ce que j'ai promis. Quand t'as tes 2 pistes que t'as fait avec tes clients, que t'as vu que t'étais sur une piste finale, est-ce que vous faites des tests, par exemple, avec des clients? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, jamais. Tu vois, c'est marrant. Alors, pas du tout. Et je peux préciser, parce que j'imagine que c'est des trucs sur lesquels t'allais rebondir ensuite. Souvent, et surtout avec les réseaux, il y a plein de marques qui changent d'identité. Je pense au slip français, par exemple. Et tout le monde donne son avis, y compris moi. Après, encore une fois, c'est que de la com. Et enfin, je veux dire, dans 20 ans, soit la marque, elle peut ne plus exister. Une météorite, enfin, t'en sais rien. Donc, en fait, on s'en fout. Les gens qui veulent faire de l'argent me diront pas ça. Mais en soi, souvent, les gens s'adaptent en face. Enfin, en tout cas, avec mes clients et à mon niveau, moi, quand j'ai pensé les trucs, etc., tout ça s'est réfléchi et il y a un moment, les gens vont s'adapter. Oui, il y aura peut-être une petite fronde au début, mais en vrai, même ça, il n'y en a pas eu. Donc non, on teste pas. Et les clients qui ont peur, bon, c'est chiant. Je suis un peu frustré. Je leur dis. Et après, je leur dis aussi que s'ils veulent vraiment, il n'y a pas de souci, on va rester sur quelque chose de safe. Mais c'est dommage parce ils payent cher pour quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué et qui a un peu moins de sens. Ouais, tu veux dire quand tu leur proposes une piste un peu innovante et qu'en fait, ils préfèrent... Ouais, souvent, c'est qu'eux sont venus me voir en disant qu'ils voulaient être innovants, ils voulaient sortir du lot et que... Enfin, ça vient... C'est pas, je veux pas dire ça, c'est de leur fait, mais... Enfin, genre, ils m'ont dit go, quoi. Ouais.
Ils m'ont pas dit non, on veut juste un petit peu changer. Après, souvent, quand on vient me voir, on a envie d'un truc innovant, et après, on se ravise parce qu'on a un truc innovant. Bon, ça, en fait, c'est tous les clients. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, c'est normal. C'est du coup, je dis moi, hein, mais en fait, c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, quand on vient voir un designer, qu'on vient voir un truc nouveau, on veut un truc nouveau, puis après, on se rend compte qu'en fait, ça fait un peu peur. Donc, c'est complètement différent d'avant, mais en fait, voilà. mais c'était mieux avant. C'était en fait, mieux c'est quand avant. même bien d'être innovant. Mais après, du coup, vous pouvez merger les deux pistes et faire le truc actuel et le truc nouveau. Ok. Tu suis un peu le rendu de ton travail une fois que tu as fait, par exemple, tu as montré je sais pas, une carte de visite, un site internet. Est-ce que tu t'assures qu'il est bien développé, que c'est bien imprimé, ou toi, tu donnes juste les pistes Non, ça, non. Alors, ça arrive que je donne juste les pistes, mais souvent, ça fait du caca derrière. Mais c'est pas de mon fait. J'avais proposé sûrement, moyennant argent ou notoriété, de suivre le truc. Non, en fait, pour être... voilà, je rigole, mais oui, je suis les projets, je suis l'impression, je suis le développement. Je développe avec des développeurs en qui j'ai confiance et en qui je sais qu'il y a... Big up à Andy. Si un jour il écoute ça, il sait qu'il a mon entière confiance, les yeux fermés. Quoi qu'il fasse, je sais que ce sera bien. Donc je parle, bref, du coup je suis le truc. En revanche, je suis pas, une fois que j'ai livré les cartes, que c'est imprimé et tout, le déploiement, je livre des guidelines, mais après, ça advienne que pourra dans la société, quoi. Ouais, tu suis pas l'évolution de la marque et tout ça. Par contre, la question que je voulais savoir, que je voulais te poser, c'est est-ce que tu suis si le rebranding a marché, quels sont les retours des clients, quels sont les retours des... J'ai aucune métrique. Ok, Non, rien du tout. Non. Je livre mon truc, on a la foi. c'est pas trop frustrant dans ton cas, en fait, de dire je fais un truc, il est et cool, je sais pas mais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'ils savent l'utiliser, est-ce qu'ils savent pas l'utiliser? Si, ça l'est un peu, et en même temps, en vrai, soit on vient me voir parce qu'on a rien, on est à poil, donc quoi que je fasse, ce sera mieux que rien. Donc si en plus ça marche bien, c'est cool. Mais si le client est content, moi ça me va. Après, ses clients, c'est son problème. Enfin, je veux dire, encore une fois, je bosse surtout pour mes clients. J'ai assez peu de clients qui ont des utilisateurs derrière. Ouais. Enfin, je fais des trucs, je travaille de manière très propre et assez carrée, ordonnée. Je suis un peu rigide sur l'organisation, donc je sais qu'un utilisateur lambda, comme c'est un nouveau truc, j'ai pas de rebranding profond souvent. Ou alors c'est que ça fait très longtemps, donc c'est la même chose. Ils ont un truc mais naze. Et les quelques rebrandings que j'ai eu, c'est souvent une évolution un peu plus audacieuse, mais ils ont eu un peu peur, donc j'ai jamais des trucs. Enfin, tu vois, c'est pas le slip français. Encore une fois, j'ai cet exemple-là en tête, mais là, il y a des questionnements. Après, les agents sont très bien bossés, je pense. Mais il y a sûrement, il y a beaucoup d'argent et tout, donc il faut suivre le truc. Mais à mon niveau, c'est pas indispensable. Ok. Et t'as des clients pour lesquels par exemple, tu livres une... Enfin, tu le disais tout à l'heure, en fait, ce que t'aimes bien, c'est réfléchir au concept, revenir de zéro et après livrer la totale, le package. Ouais. Est-ce que ça t'arrive quand même de suivre ces clients-là qui te le demandent cette fois? Ouais. Et qui te disent, par exemple, maintenant t'as tout fait, mais en fait, aujourd'hui, on a besoin d'une plaquette A4. Ah ouais. Est-ce que tu peux le faire? Ouais. Alors, ils le font pas tous. C'est surtout les avocats. Parce que je pense qu'une fois qu'ils ont trouvé... Enfin, il y a des agences pour des spécialisés avocats. On vous voit. Que j'ai pas de nom, honnêtement. J'en donnerai pas de toute façon. Mais ils font un peu du caca et c'est pas ouf. Donc, je pense que quand ils trouvent un graphiste sympa, ils le gardent et je les en remercie. Donc souvent eux je les suis. Après ouais. Même si c'est que de l'exec. Ouais, si c'est que de l'exécution, si c'est moi qui ai fait l'identité, en vrai, ça me fait un truc en plus à présenter, c'est une continuité, donc ça me dérange pas trop. Ouais. Il y a une question qu'on m'a posée sur Twitter, sous deux formes différentes, mais toi, une fois que tu livres ce projet-là, est-ce que tu protèges un peu l'idée qui est derrière? Il y a une question de droit d'auteur.
Est-ce que tu le protèges? Est-ce que tu fais en sorte de le gérer, ou en fait c'est le client qui a tout et à partir de là ils en font ce qu'ils en veulent? C'est le client qui a tout, ils en font ce qu'ils en veulent. Moi, j'ai donné mes idées, mes lignes directrices via la charte graphique. Je leur ai expliqué, etc. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Les droits d'auteur, je suis très mauvais là-dessus. Donc, il faudrait que je me forme. Donc il faut que je le fasse. Mais donc, non, je cède tout et ils se débrouillent. Voilà. J'évite les problèmes. Non, ouais, faudrait que je me forme, mais faut trouver, c'est comme tout, faut trouver le temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Justement, tu fais plein de trucs en fait. Tu fais du branding, tu fais du print, Ouais. tu fais du web. Ouais. Tu fais des typographies, on en reparlera après. Ouais, alors ça, bof, mais oui. Ouais, on va en reparler. Deux choses. Un, comment t'as appris tout ça? Est-ce que c'est l'école qui t'a formé? Ouais, l'école m'a formé, enfin, l'école et la formation en master m'a formé à toucher à tout et à voir large. Ça, c'est cool. Après, je suis curieux. Enfin, en vrai, pour moi, c'est pas si différent tout ça. Ça reste du travail de design. C'est pas. Il y a quelques codes à apprendre, mais enfin, Internet, quoi. Et justement, comment tu fais, parce qu'on parlait de temps et tout ça, comment tu fais pour rester à la page sur toutes ces compétences, sur évoluer, je sais pas, sur les tendances, les outils, etc. Je sais que tu fais beaucoup de veille sur ta chaîne YouTube. Eh bien, j'ai un format sur ma chaîne YouTube qui m'oblige à rester à la page parce que j'en parle à ma petite audience. Bah, avant, j'avais le blog, ça me permettait ça aussi. Et après, honnêtement, il y a des trucs sur lesquels je suis plus à la page. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Je ne connais pas TikTok. Franchement, je comprends pas. J'ai des clients qui me demandent, je dis bah non, en fait. Enfin, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune. Je me rends compte des fois que je suis un peu vieux. Du fait de mes. T'as quel âge? Parce que tu l'as pas dit en On a le même âge, je crois. 28? 93? Ouais. Ouais, 28. Je vais sur mes 29. Pareil. Du coup. Voilà. C'était quoi la question? C'était savoir comment tu te formais et comment tu te mettais à la page. Je forme. Alors, si dernièrement, je prends des formations quand même. Maintenant que je peux récupérer un peu de TVA, des trucs comme ça, j'ai pris des formations sur Awards avec des mecs que j'aime bien de chez Make Me Pulse, le DC de Make Me Pulse, le DC de Locomotive à Montréal. DC Design Creator. DC comme CD, Creative Director, DC directeur de création. C'est le grand chef. Et là, j'ai pris une formation branding, c'est un peu de l'espionnage industriel. Mais en vrai, ils vont pas dévoiler leurs secrets, de l'agence Brand Brothers, que j'adore ce qu'ils font, je suis hyper impressionné. Et eux, ils dessinent vraiment des typographies. Et c'est un truc que j'aimerais apprendre. Donc, comme ils ont fait une formation, je vais essayer de voir s'ils en parlent un peu dedans. T'as écouté le dernier épisode, le numéro 34? Non, je suis désolé. C'est pas grave. C'est parce que justement, j'ai reçu mon premier typographe, Francis Chouquet, qui justement... Mais je vois à peu près ce qu'il fait. J'ai juste pas écouté le podcast, manque de temps et tout. Mais... Bah, t'inquiète, je t'en dirai pas rigueur. Du coup, toi, t'as aussi fait une typo. Ouais. Parfaite. Donc j'ai envie de sauter sur le sujet. Pourquoi t'as créé une typo? Parce que j'avais envie de tester un logiciel pour créer la typo. En gros, j'avais crowdfundé il y a très longtemps un plugin qui marche sur Photoshop et Illustrator pour créer des typos simplement. Je suis pas du tout rentré dans les logiciels spécifiques. C'est quoi le nom? Je sais pas. FontSelf, je crois. Ok, on en parle justement dans l'épisode avec Francis. Ah, ok. Non, avec Francis où il explique justement. Okay. Du coup, je ne sais pas ce que vous en dites, mais du coup, j'ai testé ce truc-là et c'est cool parce que ça permet de toucher un peu à la typo sans rentrer dans des nouveaux logiciels qui ont l'air compliqués. Mais après, ça reste basique, je pense, par rapport à un logiciel vraiment typo. Donc, j'avais envie de tester ce plugin que j'avais jamais testé, alors je l'avais crowdfundé 4 ans avant, clairement. Et j'avais envie d'essayer la typo. Et en vrai, alors, pour ceux qui savent pas, l'imparfait est sur mon site. Vous pouvez la télécharger, elle est open source. D'ailleurs, le lien de téléchargement ne marche plus. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Bon, je vais regarder alors. Je sais pas. Elle sera bientôt téléchargeable. Elle sera bientôt téléchargeable. Je ferai en sorte qu'elle le soit après qu'on ait enregistré ce podcast. Et donc, c'est une typo manuscrite. Après, j'ai fait un peu de storytelling autour. Et voilà.
Parce que c'est trop dur de faire une linéale. Enfin, je sais même pas comment on fait en fait. Donc une linéale, une typo sans empattement, une typo avec empattement. Je sais, là clairement c'est de la magie noire. Je sais pas. Je t'invite à écouter l'épisode 34 du coup. Je le ferai. Je le mettrai dans la description de l'épisode, Promis, comme ça tu promis. pourras le retrouver. Tu l'as utilisé pour un de tes projets, il me semble. Ouais, ça c'était trop marrant. C'était une volonté au départ, quand tu as créé cette typo en dehors Non, de vouloir apprendre, c'était de l'utiliser quelque part ou... Pas du tout. J'avais juste envie de kiffer. Et en fait, il se trouve que pour ce truc, le projet, c'est Besançon. C'était après le Covid, peu de galère, un petit peu de galère dans les commerces de Besançon. Et une agence est venue me voir pour créer une campagne avec un concepteur-rédacteur. Et donc on bosse sur une campagne et tout. Enfin, c'est surtout lui qui a bossé sur le concept. Moi, j'étais là vraiment en tant que DA pour faire la partie image. Et il se trouve qu'il y avait ce truc, aider les petits commerçants, être proche des gens. Je trouvais qu'il fallait vraiment, enfin c'était une campagne vraiment d'empathie parce qu'il fallait inciter les Byzantins, je crois. Je sais, Besancenot. Oh là là, je sais plus. Bon, bref. Besancenot, c'est une personne politique, je crois. Oh putain. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu fais la présentation, j'ai dit les habitants de Besançon. Les habitants tu de l'as Besançon. écrit et j'étais. Ouais. Alors c'est habitants. écrit, c'est bien, c'est sûr, c'est eux. Là dans la tête, je sais plus. Donc les habitants de Besançon. Il fallait inciter les habitants de Besançon à aller chez leurs commerçants. Donc il fallait vraiment. Enfin, il y avait un truc comme ça. Bref, cette typo, j'en ai essayé plusieurs. J'ai fait plusieurs propositions au directeur de création. Et en fait, c'est pas moi qui choisis, c'est lui qui a choisi ma typo. Et du coup, j'étais trop saucé, j'étais content. Je lui ai pas dit que c'était la mienne d'ailleurs. Du coup, comme il a dit oui, donc j'ai dû créer les accents que j'avais pas créés, par exemple. Et voilà. Non, mais c'est tout. C'était pas une Enfin, je l'ai fait parce que ça matchait bien et que je trouvais ça marrant. Après, je l'ai dit à personne et puis elle s'est retrouvée là et donc elle était sur des métros. Ouais. C'était cool. C'est cool. Puis en plus, du coup, ils avaient pas à payer pour utiliser la typo puisque c'était la tienne. Tout à fait. Et qu'elle est gratuite. Tout à fait. Tu sais s'il y a des gens qui l'utilisent ? J'en sais rien. J'ai vaguement mis un mot disant hey, si vous avez fait des trucs avec, envoyez-la moi. Du coup, je suis parti du principe que personne faisait rien avec parce que personne m'envoie rien. Mais si vous faites des trucs avec, envoyez-les moi. Je serais ravi de les mettre sur le site, de les partager. C'est trop cool, quoi. Mais donc, non, j'en sais rien. T'as pas mal parlé de raconter des histoires, de faire du storytelling. Tu l'as dit aussi pour ta typo. T'as écrit toute une histoire autour. Où est-ce que tu as appris à faire du storytelling ? Comment ça t'est venu ? Comment tu le travailles au quotidien ? J'ai une réponse, mais c'est une réponse tellement cliché. C'est ma mère. elle est trop forte en français. Elle relisait quasiment systématiquement tous les articles que j'ai publiés sur We Need Caféine. Ah ouais. On parle de genre 300 ou 400 articles. Elle relit mes scripts. Enfin, maintenant, c'est toute ma famille qui relit aussi. Ma copine aussi. Je fais relire tout par eux. Et elle précisément aime elle aime les mots aussi en fait, je crois. Elle était trop forte en français, donc elle corrige les fautes, mais aussi et c'était mes dissertations à l'école, c'est pareil, j'ai interdiction d'avoir 2 fois le même mot à moins de 4 lignes. Donc en fait, juste j'apprends le dictionnaire, j'adore trouver des nouveaux mots, trouver des mots variants. Et du coup, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça marrant, c'est comme un jeu. Donc en fait, raconter les histoires, en fait, quand t'as des mots, tu fais des phrases, des phrases, tu racontes des idées. T'as plein d'idées, tu fais des... Oh, alors là, je me la joue philosophe, alors que pas du tout. Juste, ouais. Tu cherches des synonymes. Ouais, voilà, c'est marrant, quoi. Enfin, voilà. Et ça vend mieux aussi. Ça vend carrément mieux dans une presse que juste, voilà mon logo, voilà les valeurs, tadam! En fait, en vrai, un bon storytelling, même si l'identité elle est chum, le client il se dit c'est vachement une bonne idée. On y va. C'est marrant parce que avant d'enregistrer, du coup, tu me demandais que c'était que le métier de product designer. Ouais. Et en parlant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est exactement la même chose. Je me suis dit la même chose. Ouais. Mais que à la fin, on travaille pas sur le même. C'est pas le même support, mais ouais. C'est pas le même rendu surtout. Mais tu vois, le fait de comprendre. Toi, c'est des clients, nous, c'est des utilisateurs, comprendre leurs problèmes, trouver une solution, essayer de l'adapter, trouver plusieurs solutions, les tester. C'est pour ça que je parle pas mal de temps. Ça arrive en même. Après, bon, nous, c'est pour ça que je te pose la question aussi. Nous, on a plus un suivi aussi. Est-ce que ça marche ou pas ? Si ça marche pas, c'est problématique. Oui, mais c'est parce que c'est plus fonctionnel. Ouais. Moi, il y a moins cette notion de fonctionnel. Peut-être sur les sites internet quand tu les fais ? Ouais, mais là, c'est des sites vitrines. Je vais pas sur. Enfin, si, j'essaye d'aller sur Word de temps en temps, mais oui, c'est des sites vitrines, c'est du e-commerce, donc on applique l'identité, mais on part pas dans des trucs de folie, ça reste conventionnel, donc
ce qui fonctionne, quoi. Enfin, un bouton est un bouton. Je dis ça à un product designer qui va m'assassiner. Ah non, après, du coup, t'as le wording, et c'est pour ça que je te parle aussi. Toi, t'es plus dans le storytelling, Ouais. et nous, on est plus dans le. Désolé, J'adore la microcopie. concret, mais dans la microcopie. J'adore la microcopie. J'adore faire ça. Et du coup, je propose naturellement à mes clients sans leur faire payer. C'est juste, laissez-moi faire le texte. Ah, là, typiquement, les avocats, j'y pense. Le texte qu'elles m'ont fourni, il peut être amélioré. Bah oui, je vais le réécrire. Et je vais leur proposer. Après, ça plaît pas, mais je vais leur proposer un truc qui fit mieux à mon design et qui fit mieux à l'esprit, quoi. Mais j'ai reçu des content designers dans ce podcast, et en fait, où on dit que de toute façon, le design n'est rien sans le texte. Et en fait, effectivement, si tu n'adaptes pas le texte au design, ça ne marchera pas. Et si tu ne considères pas le texte avec le design, ça ne marchera pas. Pour moi, un designer est un petit peu concepteur-rédacteur et un peu développeur. Il doit savoir comment on dev. Il doit même avoir des bases de dev, mais à la limite, enfin moi, tu vois, je saurais pas dev, mais je sais à peu près développer, pardon. Il doit avoir des bases en motion, il doit avoir des bases en tout ça, quoi. Et inversement, je pense qu'un bon dev doit être à même de faire un petit peu des propositions, pas être obtus. Je travaille avec des devs de l'enfer. Enfin, juste les mecs, ils appliquent bêtement la maquette, mais j'ai envie de leur frapper. Mais oui, j'ai fait une erreur. Je suis désolé, c'est moi, mais juste réfléchis. Enfin, genre, le bouton ne peut pas être sur le texte. J'ai un exemple débile, mais voilà. Et inversement, je pense que voilà, chaque métier a beaucoup à apprendre des autres métiers, à les comprendre un petit peu, sans aller dans les subtilités, mais ça permet de fluidifier les choses. Et ça, je l'ai appris chez Fabric à Amsterdam. Et merci de me faire une passerelle pour dire que justement, c'est pour ça que dans le podcast, maintenant, il y a de plus en plus de typographes, des brand designers et autres métiers autres que product designer, pour justement comprendre qu'il y a à récupérer de chaque métier, à bien de comprendre comment font les autres, et qu'il y a à apprendre de chacun, même si on ne travaille pas de la même façon. En fait, au final, tu te rends compte que c'est un peu la même chose et qu'il y a à apprendre de toutes parts. Ouais. Apprendre, c'est quelque chose de pratique puisque tu es enseignant. Oui, tout à fait. Tu es enseignant à l'école de Condé, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner ? Raconter des histoires. Non, j'aime bien. En vrai, oui, un peu quand même. J'aime bien partager mes connaissances, les trucs que j'ai lus, les choses que j'apprends moi-même, que je digère et que je retransmets de manière limpide. J'essaye à d'autres gens. Enfin, j'aime bien faire ça. Donc en vrai, j'avais déjà demandé à mon école, en partant de l'école, en finissant mon master, j'avais dit, vraiment, je crois même les fins des soutenances, etc. J'avais dû aller voir mes profs en disant, si vous cherchez un prof dans quelques années, pensez à moi. Et ils ont pensé à moi quelques années plus tard. Et t'enseignes quoi à tes élèves ? Alors, en fait, il y a deux trucs. Je suis des Master 2 en direction artistique. Alors, je vais commencer par le truc moins rigolo. J'enseigne à des Master 1, c'est des modules où je leur parle de se vendre, préparer des entretiens, faire son CV proprement, efficacement, le site internet, les réseaux sociaux, etc. C'est un module qui s'appelle insertion professionnelle, chose que je vais peut-être arrêter d'ailleurs. Mais l'école est au courant, donc ça va. Et à côté de ça, et ça c'est vraiment le truc que je kiffe, je suis avec deux autres collègues, on est 3, et en fait j'ai pris la place de mes enseignants de master. C'est-à-dire qu'en fait c'est du suivi de projet, c'est-à-dire que je suis les master 2 sur toute l'année. Ils ont leur projet long de fin de diplôme et ils ont notre cours. Et là en fait on invente des sujets et eux doivent y répondre. Donc techniquement je suis à la place, au poste de mes anciens profs qui eux sont montés en grade. Tu les aides un peu en fait, comment ça se passe ? Est-ce que je sais pas, et tu leur files un projet, à la fin ils arrivent, ils te le présentent et entre temps c'est le trou noir ? Ouais, alors en fait c'est vraiment pareil, donc c'est-à-dire qu'ils sont en groupe, donc j'aime bien les laisser patauger un peu. Je vais dire je, mais en fait c'est nous. Hein. Je les laisse patauger un peu. Ils pataugent pas assez à mon goût, mais bon. Il faut un peu les sortir de l'eau, sinon ils se noient.
Donc ouais, bah je leur donne des sujets. En vrai, je les laisse un peu libres au début, les premières semaines. J'aimerais qu'ils lisent plus, j'aimerais qu'ils cherchent plus, mais bon, ils le font pas forcément. C'est un peu dommage sur les projets, mais bon. Bref, je boucle, j'avance. Et ensuite, ouais, toutes les semaines, ils ont un rendu. Et en fait, je leur dis pas quoi rendre. Je leur dis, moi, à la telle date, je veux qu'il y ait minimum tout ça. Ce n'est qu'un minimum. Parce que sinon, j'ai aussi des gens qui font rien et qui rendent pas le minimum. Donc maintenant, il y a un minimum et c'est vraiment le minimum syndical. Et vous avez une deadline et il y a un chef de projet, donc il s'organise comme il veut. Moi, je veux juste qu'à chaque semaine, il y ait une presse montée, donc un PDF, et je suis votre client, et vous me vendez votre travail en cours. Après, votre whip, quoi. Après, on rentre dans les détails, etc. Ouais, pardon. Après, on rentre dans les détails, etc. Mais je les laisse très libres, ouais. Et je leur rentre dedans. Je leur dis quand ils font de la merde. Comme un vrai client, en fait. Comme un vrai client. Ouais, voilà, ouais. Non, ouais, enfin oui, mais typiquement, moi, je suis très à cheval sur les praises, sur les mots. Vous l'aurez compris. Dedans. Et du coup, je les fais chier avec les concepts. Je veux qu'ils aient des trucs clairs. Je veux qu'ils s'expriment clairement. Et là, je ressemble à mon père. Je veux qu'ils aient foi en leur concept. Ça, c'est vraiment un truc que je leur martèle à chaque point, donc chaque semaine. Je veux qu'ils me vendent leur truc. Je veux qu'ils soient... à la fin, derrière, ils ont un grand oral, pas avec... Enfin, d'abord, si avec moi, ils s'entraînent, enfin avec nous, ils s'entraînent tous les 3 mois, en gros. Il y a 4 projets dans l'année. Et ensuite, ils ont un grand oral avec leur projet de diplôme. Donc ça, c'est l'année suivante, devant un jury et tout, avec 30 personnes ou 60 personnes dans la salle. Donc là, c'est un vrai truc. Et je sais que nous, ça a toujours été compliqué. Et je me dis, moi, j'aime trop faire ça et j'ai trop envie de leur transmettre. Faut que ce soit un show. Faut qu'ils shine le jour de leur diplôme. Et j'ai trop envie de les motiver à faire des belles presses, à faire des presses où on s'autorise à mettre des petites blagues à l'intérieur. Pas trop, mais juste de quoi détendre, tout en ayant un fil conducteur clair, précis. Je veux que ce soit des bêtes de présentation, de storytelling et de vendre des idées bien. Après, on rentre dans le design et tout ça, mais en vrai, normalement, c'est acquis. Alors, parfois, ça ne l'est pas. Souvent. Mais ça, ils ont le temps d'apprendre. Ces skills-là, je sais qu'il y a peu de profs qui les donnent et c'est dommage. Ouais, la technique évolue au cours du temps. Plus tu pratiques, plus tu apprends. Ouais. Ça, en vrai, t'apprends sur Internet. Enfin, je veux dire, oui. Aligner un texte, utiliser Photoshop, enfin, moi, je m'en fous, tu vois. Il y a tout le temps pour apprendre, ça évolue, il va falloir réapprendre. Enfin, je veux dire, alors que vendre, sauf si tu vois un petit mec sur fond blanc sur YouTube qui te dit « Alors, pour vendre, on va faire comme ça. La technique numéro 1. » Mais en vrai, ça, c'est que de la pratique. Et avoir quelqu'un qui te dit les choses, je sais que... Ouais, c'est un peu comme... C'est ce que mon père me disait, quoi. Tu disais tout à l'heure que justement que tes élèves disaient pas assez, ne pratiquaient pas. Juste un dernier truc. J'essaye de leur inculquer la simplicité aussi. Parce qu'ils viennent trop avec des trucs préconçus de BTS et de global, alors voilà nos valeurs, alors voilà nos valeurs, alors voilà notre notre problématique, alors voilà notre cible, les CSP+, machin. Mais en fait, ça pète le storytelling, ça pète l'histoire, et ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je m'en fous de vos valeurs. Enfin, on va les ressentir, vous pouvez me les raconter aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre un mot. Ah oui, pardon. Vous êtes pas obligé de mettre un mot. Enfin, vous pouvez les raconter de manière amusante, vous pouvez... Je sais pas, trouver des trucs, mais faites-moi rêver, quoi. Je vais être embarqué. Tu me fais trop rire parce que moi, du coup, j'ai fait une école de commerce. Et ce truc de voilà quelles sont nos valeurs, voilà quel est notre produit, chier ces trucs, voilà quelles sont nos cibles. Et ben nous, on devait le présenter exactement comme ça. C'est l'enfer. Ouais. En fait, pour ça, j'avais fait un module à HEC avec mon école. Et on était en module avec... bon, je sais plus. Enfin, j'avais gagné le truc, en fait. C'est comme ça que j'ai eu un autre stage. Enfin, bref. Et
Et en fait, on était avec 2 personnes d'HEC et 2 designers. Et donc, on bossait tous ensemble pendant genre 3 semaines, un mois, un truc comme ça, pour Air France, pour la stratégie digitale d'Air France. Et ce projet, franchement, il est dans ma mémoire depuis hyper longtemps, pour 2 choses. La première, c'est qu'on avait des masterclass, des conférences de gens hyper bien, enfin, genre trop forts. Et il y a un gars dont je parle tout le temps à mes masters. Évidemment, c'est le moment où j'ai plus son nom, putain. Ah, Émilan de Kubert, putain. Donc je disais, on a eu une masterclass qui était incroyable. Franchement, c'était la meilleure. D'un mec qui s'appelle Émilan de Kubert. J'aimerais trop un jour revoir ce mec. Il était chez Twitter, je sais qu'il en est parti. Et il fait des pins aujourd'hui, je crois, de mémoire. Ouais. Internet pins, un truc comme ça. Je sais plus. Mais j'aimerais trop rediscuter avec ce mec, c'était fou. Son job, c'était être slide designer. Et il bossait pour Coca et tout. Enfin, il faisait des trucs incroyables. À l'époque, il y avait une plateforme pour... Enfin, il a gagné des prix. Enfin, genre, ce mec était fou, mais hyper drôle. Et ses press étaient géniales. Son job, c'est de faire des slides. Alors, non, il était chez Twitter et tout. Enfin, il était chez Twitter après. En fait, je sais pas s'il était free, un truc comme ça, mais en gros, je crois que c'était un side, c'était un job à côté, quoi. Et il y avait des trucs genre, il faut qu'une slide, ça soit un tweet. Genre, moi, c'est un truc que j'ai en tête. Et quand je vois des M2 qui me sortent des slides où genre, c'est tout écrit, mais en fait, moi, je leur dis, mais cette slide, je veux même pas l'avoir, en fait. En fait, vous arrêtez la presse, vous recommencez. Un tweet à l'ancienne, 120 caractères ou 240 ? 140. 140 ? Je sais plus. Je crois que c'est 140. 140 caractères. Et c'était 280. 140. Et donc ça, c'était la première et c'était incroyable. Et le deuxième truc, ce module, on a refait tout le projet en une nuit. J'ai refait toute la presse, toute la nuit. C'était ma seule nuit blanche de ma vie pour le boulot. J'ai refait tout le projet. Toute la presse. La pote designer, elle bossait sur les supports et tout, elle m'envoyait tout. Moi, j'ai tout refait la presse, tout le storytelling, on a tout refait. Et on a gagné. Alors qu'on était genre claqué au sol. Et je suis trop fier de ce truc-là. Et encore une fois, storytelling à fond, parce qu'en vrai, je crois que c'est ça qui a fait gagner. Le projet n'était pas non plus incroyable. On avait à peu près la même chose que les autres. Mais je crois qu'on a embarqué toute l'audience parce que j'avais pas dormi. Donc moi, j'étais on fire. Eux, ils étaient trop chauds. On s'était fait un cri de guerre, on s'est motivés. Et c'était un vrai show, en fait. Voilà. Intéressant. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tes élèves ne lisent pas assez, ne prennent pas assez de recul. Ouais. Du coup, c'est dommage. Question de la fin. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à recommander aux gens ? De ouf. J'avais pris des petites notes. Semi-auto-promo, j'ai créé un truc qui s'appelle le Cool Kit. Ça vous permettra pas de faire des meilleurs concepts, mais j'ai regroupé plein de ressources gratuites. D'aucuns diront qu'il en manque. On m'a souvent proposé de rajouter des trucs. C'est une sélection très personnelle de choses que j'estime qualitatives. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas dessus, plein de trucs gratuits qui ne sont pas dessus. C'est normal parce que j'estime qu'elles ne valent pas la peine d'être là-dessus et parce que vous pouvez les trouver par vous-même alors que je propose d'autres choses, j'espère. Donc ça, c'était le premier truc. Je vais vous parler de newsletters. Je vais vous parler de 2 newsletters. 3 newsletters. La première, c'est des newsletters incroyables. La première, c'est Tech Trash. Fantastique newsletter qui arrive tous les 2 semaines dans votre boîte mail. Le jeudi, c'est un réel plaisir d'aller lire ce qu'ils écrivent avant d'aller en cours. Tech Trash, actualité technologique, internationale, en français, avec un humour grinçant, un peu décapant. Ça fait plaisir. Et ils sont loin d'être dans le métaverse. Ensuite, Média de l'agence Datagif. Très très cool aussi. J'ai un peu plus de mal à la lire parce qu'il y a moins de blagues, c'est un peu plus sérieux. Enfin, il y en a, mais c'est un peu plus sérieux quand même. Mais par contre, hyper intéressant parce qu'il traite des médias dans le monde et des formes innovantes. Donc, on voit beaucoup de traitements de données, de data qui viennent des journaux américains, des nouvelles manières de raconter des histoires, de présenter les enquêtes. Tiens, en fait, du storytelling. Du storytelling. Vraiment hyper intéressant. Voilà.
Le troisième, et la troisième, c'est une newsletter que j'aime beaucoup qui s'appelle Sur les internets de Kellyanne Martenon. Et vous pouvez la retrouver aussi sur Medium et sur Twitter. Et trop bien aussi. Je crois que c'est un peu plus irrégulier ou c'est toutes les 2 semaines, je sais plus. Et c'est Actu Tech Créacom. Donc c'est typiquement le genre de truc que je peux faire sur mon format Glooby graphique sur ma chaîne YouTube. Mais elle le fait mieux, elle le fait de manière plus régulière et je m'en inspire pour ça. Et donc ces 3 newsletters sont vraiment à suivre de ouf, d'urgence. Voilà. Et je peux vous conseiller un livre aussi. Parce que du coup, au départ, j'étais parti, je me suis dit, ah, vas-y, t'es trop chiant avec tes livres. Donc du coup, je suis parti sur les newsletters, mais quand même, il y avait un livre que j'ai regardé dans ma bibliothèque et je me suis dit, ça pourrait être trop cool d'en parler. C'est Vous pouvez être ce que vous voulez être, du publicitaire Paul Arden. C'est pas un livre chiant du tout. Je déteste les livres chiants. C'est écrit gros, pour ceux qui aiment pas les livres écrits petits. Et surtout, c'est une page, une idée. Une page, une idée plus une image. Enfin, c'est très très bien. Ça se dévore en 1 heure. C'est 100 pages écrits corps 50. Donc tout va bien. Et non, c'est un livre que vous pouvez lire. C'est drôle et c'est un joli livre en plus. Cool. Eh ben, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens qui s'intéressent. Grave. S'il y a des gens qui veulent te contacter. Oh là là, c'est facile. Mon site, antoinepeltier.com, j'ai un email qui est tout en bas, en pied de page. Sinon, Twitter, Instagram, YouTube, mais ça c'est plus pour regarder que pour me contacter. Ouais. En vrai, le mail, c'est mieux. Si vous voulez vraiment me contacter, un mail, c'est mieux. Si vous voulez me faire une vanne ou un truc, Twitter, Instagram, c'est bien. Mais si c'est pro, le mail, en bas du site, c'est mieux. Je le mettrai même dans la description, comme ça sera encore plus simple. Parfait. Eh bien, écoute, Antoine, merci beaucoup. C'était trop bien. On s'est bien marré, même si la carte son a sauté plusieurs fois. Ouais, mais c'est pas grave, mais... ça arrive. Ouais. Mais c'était trop bien, c'était hyper intéressant et les questions étaient chouettes. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.